Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, réuni aujourd'hui en direct du bar à bulles. Et oui, c'est moi, Thomas Rozek est parti, il est toujours en train de former sa nouvelle génération de nouveaux giscardiens. On le félicite et on l'embrasse très fort. Charline est toujours en Thalasso, donc c'est moi qui m'en charge cette semaine. Rassurez-vous, tout va bien se passer puisque on va causer de Logan Lucky. Ouais, c'est le deuxième film avec Logan dans le titre depuis le début de l'année, mais celui-là est beaucoup plus gai car c'est quand même une histoire de casse, mais réalisée par Steven Soderbergh. Et en plus, les casseurs en question sont deux frangins complètement idiots. L'un incarné par Channing Tatum et l'autre c'est Adam Driver. Ils sont plus ou moins aidés par Daniel Craig, complètement peroxydé pour l'occasion. Alors, énième Soderbergh expérimental ou bien vrai faux film Cohen déguisé, c'est ce que nous allons voir avec nos criticos du jour. Je salue Anaïs Bordal. Salut. Bonjour David Honora. Salut Daniel. Et bonjour Hugo Alexandre. Salut Daniel. C'est Nos Ciné épisode 105, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Logan Lucky, c'est un peu le contraire d'Ocean's 11. Ils ont zéro entraînement, absolument aucun charisme et surtout aucune présence d'esprit. Et pourtant, ils sont en train de monter le casse du siècle durant une course de NASCAR. Et pour cela, ils ont besoin de Joe Bang, incarné par Daniel Craig, qui s'ennuyait entre deux James Bond. Et lui, justement, c'est le meilleur braqueur de coffre-fort des USA. Et à leur côté, on retrouve aussi pas mal d'acteurs, dont Riley New, Seth MacFarlane et une revenante, à savoir Katie Holmes et Hilary Swank. Comme d'habitude chez Soderbergh, il y a quand même un chouette casting et on va s'écouter un extrait. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. The one-armed bartender. You need to show a little respect. Charlotte. Eh bien, qu'en avez-vous pensé? Anaïs, lance-toi. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai été assez surprise de bout en bout. Je trouve que c'est vraiment un film qui surprend. Déjà, il y a eu très peu de promos aux États-Unis jusqu'à la semaine avant la sortie du film, donc pas grand monde l'attendait. Donc déjà, ça, c'était une grosse surprise. Et en fait, on sent que vraiment, comme tu disais, c'est l'anti-Ocean's 11. C'est un film de braquage réalisé par Soderbergh, mais qui prend un peu tout à l'envers. Le braquage n'est pas dans une banque, c'est au NASCAR, donc un circuit automobile, donc déjà c'est assez peu commun. La bombe est faite avec des nounours en gélatine. C'est un peu système D pendant tout le film, et c'est ça qui fait tout le charme du film, je trouve. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en fait, on arrive aux 3/4 du film sans trop spoiler. On réalise qu'on n'est pas vraiment en train de regarder le film qu'on pensait regarder. Et justement, on pense que les protagonistes sont complètement stupides. Et le film joue sur ça, en fait, sur ce qu'on pense d'eux, jusqu'au moment où on se rend compte qu'ils sont peut-être pas aussi stupides que ce qu'on pensait. Et ça, c'est vraiment réussi. C'est un peu une sorte de dîner de con, trompe-l'œil de Soderbergh. Exactement. Je vais demander à David, le ranger des voitures, qu'est-ce qu'il en a pensé? C'est intéressant, tu te demandais dans l'intro si c'était un film expérimental de Soderbergh, parce que on sait que Soderbergh c'est vraiment l'exemple typique du petit génie. Il a eu, je crois pour son premier film, il devait avoir 24 ans ou quelque chose comme ça, la Palme d'Or pour Sexe, mensonge et vidéo à l'époque en 1989. Un film qui a vraiment changé l'industrie indépendante mondiale, quoi. Qui est par ailleurs un film absolument extraordinaire. Enfin, faire ça 24 ans sur son premier film, ça me paraît complètement dingue. Et en fait, en partant de là, c'est un type qui a une personnalité assez incroyable et qui aime pas s'ennuyer, et du coup a un peu tout tenté, quoi. Il a fait effectivement des films très expérimentaux, genre Schizopolis ou des trucs comme ça. Girlfriend Experience, qui est encore une démarche différente. Il a fait aussi des films à studio avec un énorme casting, comme la saga Ocean's 11. Et puis il a fait des films d'action tout bêtes. Il a fait des films d'action bizarres, des films d'action
d'action en sourdine avec une fighteuse Du de MMA. MMA. Il a fait un remake de Tarkovsky. Enfin bon, il a une filmographie qui est assez extraordinaire. Et puis il avait arrêté le cinéma. Un peu saoulé par l'industrie et par selon ses mots, le fait que en gros c'était des mecs en costard qui connaissaient absolument rien au cinéma qui prenaient les décisions à Hollywood, et il était parti faire de la télé et faire notamment une excellente série qui s'appelle The Nick, qui raconte un peu les débuts de la médecine moderne. Et donc, Logan Lucky en soi n'a rien d'expérimental quand on regarde le film. Ça ressemble au contraire à un film de studio avec un gros casting, un peu comme les Ocean's 11, et le casting pour le coup exceptionnel. En revanche, le film est très expérimental sur la manière dont il s'est fait, et sur la production, et sur la manière dont il a rassemblé les fonds pour faire le film, et ensuite comment il a géré le marketing. En fait, il a levé de l'argent en vendant les droits du film à l'international, ce qui peut se permettre de faire en grande partie grâce à son nom. Ce que Luc Besson fait. Voilà. Et c'est ce qui est enfin une pratique assez courante pour le cinéma européen, parce que en tout cas les gros films européens se construisent énormément sur la vente des droits internationaux. Aux États-Unis, le système de studio fonctionne un petit peu différemment. Il a aussi vendu les droits, disons, les autres formes d'exploitation en VOD, etc. Et il voulait absolument maîtriser la distribution du film aux États-Unis, ce qui était assez audacieux. Il voulait s'affranchir des studios classiques, des systèmes classiques de distribution. Et il y a eu pas mal d'articles cet été avant la sortie du film qui disaient que s'il réussissait son coup, ça serait un bouleversement, enfin en tout cas dans l'industrie, ça ouvrirait une voie nouvelle intéressante. Bon, problème, le film a fait vraiment un four aux États-Unis. Un four qui économiquement est pas catastrophique, parce qu'en fait comme le film était préacheté, à partir du premier billet vendu il commençait à gagner de l'argent qui était ensuite réparti avec les membres du casting et puis les auteurs. Et voilà, donc c'est une approche audacieuse de tenter de renverser un peu le système hollywoodien, qui n'a pas été un franc succès, mais qui est intéressant. Voilà, j'ai pas du tout parlé du film pour le moment. Bah, écoute, Hugo va s'en charger. Alors du coup, Hugo, toi, entre Channing Tatum, Adam Driver ou Daniel Craig, ton cœur balance? Pour répondre à ta question, pour nuit ou pour la vie? Daniel Craig est une révélation pour moi dans ce film. Il est excellentissime. T'as pas vu Casino Royale? J'ai vu Casino Royale, hélas, et justement, c'est pour ça que Daniel Craig est une révélation, c'est qu'il est très très drôle. Je découvre pour la première fois la tronche qu'il a, en fait. Il a vraiment un physique cohénien presque. Tout le monde disait qu'il ressemblait à Vladimir Poutine, alors que c'est plutôt un guignol de l'info. Il a changé. Il a une tête incroyable, et en fait dans ce film il prend des espèces de pauses pour bien déclamer ses phrases et tout. En plus les dialogues qu'on lui fait dire sont très drôles. Et d'ailleurs, le scénario en général, je le trouve excellent. C'est hyper bien ficelé. Rien n'est là par hasard. Chaque élément qui est intégré au scénario est réutilisé plus tard, etc. Et justement, c'est un scénario écrit par une femme qui s'appelle Rebecca Blunt, et dont c'est le premier scénario. Et certains disent que c'est Steven Soderbergh lui-même qui aurait écrit ce film. Personne ne l'a jamais vu en fait. Personne n'a vu cette femme. C'est une amie de sa femme officiellement, mais personne l'a vu en vrai. Et je trouve que pour un premier scénario, c'est vraiment très bien écrit. C'est pas une fille au père, hein, elle doit bien exister. Donc elle doit continuer à faire des films, ou en tout cas à en écrire, cette femme, je pense. Et toi, Anaïs, alors du coup, est-ce que moi, je trouve qu'il y a une vraie montée en force de la part de Channing Tatum et de Adam Driver en quelques années. Adam Driver, évidemment, tout le monde se souvient en Marmot Braillard dans le dernier Star Wars. Mais vraiment, c'est un acteur beaucoup plus fin qu'on pourrait le croire, enfin que le connaît maintenant le grand public à cause de Star Wars. Et Channing Tatum, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque film.
Adam Driver, déjà, il était incroyable dans la série Girls, qui l'a révélé. C'était peut-être plus intéressant de Girls, même. Ouais, en tout cas, il avait un rôle vraiment très intéressant d'un mec vachement torturé, qui avait un physique très particulier, qui était à la fois ultra musclé, donc avec un corps très conventionnel, très attirant, mais en même temps avec une tête un peu, la tête d'Adam Driver, qui est pas forcément celle qu'on voit à Hollywood d'habitude, et qui faisait un portrait ultra sensible, d'un mec qui est complètement paumé, quoi, ce que faisait Girls de manière générale. Et donc oui, là en fait, il se révèle aussi très drôle. Il a un timing comique assez bon, et en même temps il est aussi très sensible dans le film. Il joue quelqu'un qui a perdu son bras pendant la guerre, donc pas son bras, il précise, parce qu'il a jusque en dessous du coude, donc il a perdu plutôt sa main, mais voilà. Et en fait son personnage est vraiment touchant, quoi. Il est à la fois très drôle et un peu bené, et en même temps il y a vraiment une humanité derrière qui est super bien faite par Adam Driver. Et quant à Channing Tatum, c'est Soderbergh qui lui a aussi donné un peu toute sa profondeur avec Magic Mike, puisque avant il était plutôt. J'adore quand on parle de profondeur et de Magic Mike, de Channing Tatum. Voilà, c'est ça. J'adhère complètement. le choix de mots était parfait. Mais ouais, non, en fait, avant, il faisait Step Up, Sexy Dance, je crois, en français. Donc, il n'était pas trop associé à des rôles prestigieux. Et c'est vraiment Magic Mike qui l'a révélé à la fois comme un très bon danseur, un bon acteur comique et un bon acteur tout court. Et là, il est pareil, quoi, à la fois très drôle et assez touchant, quoi. Et David, je sens que là, tu brûles de parler du film. La production, ça y est, tu l'as laissé tomber. Maintenant, tu vas te lancer. Non, en fait, c'est un film que je trouve très intéressant. Alors, la comparaison avec les frères Cohen, elle vient du fait que c'est des gueules bizarres. On s'intéresse à des gueules bizarres, des rednecks, des white trash, du sud des États-Unis, des blancs débilos du sud des États-Unis, qui dans ce film, le rapport, on peut même aller plus loin aussi dans un traitement à la fois ironique et complexe de cette catégorie de personnes, et aussi en fait, une forme de bonté qui se dégage du film, qui repose sur une vraie bienveillance avec les personnages, ce que disait Anaïs. Je trouve que le traitement du personnage de Channing Tatum et Adam Driver est très très bienveillant et pas du tout ironique pour le coup. Celui qui est drôle, c'est vraiment Daniel Craig, et il est là pour ça, le personnage. Et il y a un peu Wolverine. Il est devenu Wolverine là-dedans. Il est là pour faire les punchlines. Il y a le personnage de Seth MacFarlane aussi, qui est un peu ridiculisé, mais qui est présenté comme un gros connard, en fait. Et du coup, les deux personnages principaux, que sont Channing Tatum et Adam Driver, on est vraiment solidaires d'eux du début à la fin du film, et c'est pour ça que le film marche aussi. Ouais, quand je parlais de l'ironie, c'est pas de l'ironie à l'égard des personnages, mais l'ironie à l'égard des situations. C'est-à-dire que ironiquement dans ce film, alors qu'on s'attend, comme disait Anaïs, à ce que ça soit des idiots et qu'on assiste à leur foirage, en fait le film montre que qu'il déjà fallait au-delà des apparences, et qu'en fait ceux qu'on croyait être les plus idiots finalement sont les plus malins de l'histoire, et qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et effectivement, cette bienveillance qui pour moi caractérise le cinéma des frères Cohen et permet d'avoir des personnages qui sont toujours hyper intéressants, même des personnages très secondaires. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, quoi. Féminins du film sont vraiment géniaux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est vrai que surtout dans ce genre de film sur le sud des États-Unis, où il y a beaucoup de clichés, des accents très prononcés, des meufs un peu, l'équivalent américain de la cagole, quoi. Et en fait, là, il prend ça justement et il le transforme complètement. Il donne de la profondeur, encore une fois, à tous les personnages, et notamment donc Riley Keough qui joue une coiffeuse, un peu white trash, qui porte des t-shirts en résille, tout ça, et qui en fait, au lieu d'être sexualisée, d'être filmée avec des travelling sur ses jambes, tout ça, en fait elle adore les bagnoles, elle conduit super bien, elle est super intelligente, et du coup il rajoute vraiment une dimension à tous ces personnages, même ceux qui sont pas très présents dans le film, y compris la petite fille de Channing Tatum,
qui elle aussi fait des concours de beauté, mais à côté de ça, elle est assez forte en mécanique, elle aide son père à réparer des voitures, et vraiment il y a vraiment beaucoup de nuances dans les personnages et beaucoup de bienveillance, comme vous disiez, et ça c'est génial. Et puis c'est le retour de Katie Holmes aussi. Alors là pour le coup 100% cagole, mais tu disais que qu'il y avait une revenante, effectivement, Katie Holmes, mais en fait Hilary Swank aussi est un peu une revenante, hein. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Mais elle est Academy Award winner, Katie Holmes. Oui, double Academy. Alors que Katie Holmes, elle nous a saccagé Batman Begins, et après elle est très bien, Katie Holmes. Je crois qu'elle a vraiment trouvé le rôle qu'il lui fallait, quoi. Ça serait bien qu'elle relance sa carrière après s'être fait capturer par Tom Cruise, quoi. Ouais. Mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans le film, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai film pour adultes, en fait, qui fait pas de concessions ni dans le rythme, ni dans le découpage, ni dans le... il y a très peu de choses. En discutant avec Hugo, il y a peut-être un exemple, un plan peut-être en trop qui est un peu surécrit, surexpliqué autour du bras d'Adam Driver. Mais en dehors de ça, c'est vraiment... en fait, c'est je trouve plaisant et satisfaisant de voir des films comme ça qui te prennent pas pour un imbécile et qui prennent le temps de te raconter une histoire, de poser des personnages, de développer des thématiques sous-jacentes, tout en étant hyper divertissant. Alors la question maintenant légitime, c'est où est-ce que vous le placez dans le Soderberghverse? Est-ce que vous le placez en haut, au top tier? Ça part en Ciné Battle Challenge. Est-ce que c'est de les classer les uns avec les autres? Mais moi, ça m'a fait penser à Piégé, qui est sorti il y a quelques années. C'est vrai que... Dans la mise en scène, dans la façon dont c'est fait, c'est beaucoup plus drôle. Oui, l'aspect comique en plus. Au niveau de la qualité, en fait, on sent que le mec a fait 1000 films, en fait, et qu'il sait ce qu'il fait, il sait exactement comment filmer quoi, et il a une vraie maîtrise de ses outils, quoi. On sent vraiment sa patte, je trouve, dans le film, même si du coup on ne sait pas si c'est lui qui a signé le scénario ou pas, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas écrit les scénarios de ses propres films, et là en fait on sent que c'est complètement un film Soderbergh, quoi. Donc il mérite sa place, à mon avis, dans le haut du... Bon écoutez, je suis sûr que vous allez faire d'autres Soderbergh. C'est mieux que Ocean's Eleven. Je tiens à le dire. Putain, comment il a pris le micro. Fallait le voir, mais genre, je tiens à le dire, mesdames et messieurs. Je vais mettre debout, là. Ça venait du cœur. Non, parce que justement, je trouve les personnages plus sympathiques que ceux de Ocean's Eleven, et je m'attache plus à eux. Voilà. Je suis d'accord. Eh bien écoutez, c'est l'heure de passer à vos recos. Je suis sûr que vous avez du Soderbergh dans vos valises. Anaïs, lance-toi. Du coup, je vais peut-être voler la recommandation de quelqu'un d'autre, mais The Nick, donc la série dont parlait David tout à l'heure, qui là aussi, pour moi, est 100% Soderbergh. Enfin, en fait, il fait tout. Il écrit, il filme, il réalise, il monte. Enfin, c'est 100% lui, quoi, et il expérimente beaucoup. Justement, c'est pour ça qu'il avait pris sa retraite, entre guillemets, aussi, parce qu'il était un peu frustré. Il est connu pour avoir fait ce système du un pour moi, un pour eux, quoi, où il faisait un gros film et puis après un truc beaucoup plus expérimental. Et là, justement, on sent qu'il s'est complètement lâché. C'est vraiment... Donc, ça parle d'un chirurgien en 1901 ou 1902 qui est accro à l'opium et qui découvre un peu la chirurgie moderne. Et c'est vraiment super. Il y a un travail sur le son assez incroyable. La musique de Cliff Martinez, qui est un collaborateur de toujours de Soderbergh, est géniale aussi. Et puis Clive Owen. Pardon ? Et Clive Owen. Oui, et Clive Owen qui est vraiment super, qu'on avait un peu perdu de vue avant ça, et qui est vraiment incroyable. Qui est un grand acteur, ouais, qui est vraiment super, et la musique en fait de Cliff Martinez, qui est maintenant connue aussi pour les films de Winding Refn, donc avec une musique très futuriste, et en fait cette musique électro superposée sur une histoire qui se déroule au début du XXe siècle, ça donne un effet complètement frais par rapport aux séries d'époque qu'on a l'habitude de voir. Enfin, c'est vraiment une série à voir. Il y a que 2 saisons, mais c'est vraiment fantastique, quoi. David, qu'est-ce que tu as pour le Soderbergh Cinematic Universe? Moi, je veux aussi recommander une série qui est pas totalement liée à Soderbergh, quoi qu'il est, je crois, quand même producteur. C'est la série, en tout cas, plus particulièrement la saison 1 de la série Girlfriend Experience, qui est donc une déclinaison du film qu'il avait fait avec Sacha Grey, qui m'avait bouleversé à l'époque. Ah ouais, le film. Alors moi j'aime bien. Il y a beaucoup de gens trouvent ce film un peu bateau. Moi, je trouve son approche hyper intéressante. Faut le voir comme le film post 11 septembre. Pour exactement. lui. Ouais. Et en fait.
La série est intéressante et liée à Logan Lucky pour une raison en particulier, c'est que dans la saison 1, c'est Riley Keough qui joue le rôle principal. C'est une actrice qu'on a pu découvrir dans Mad Max et dans American Honey. Il se trouve par ailleurs que c'est la petite fille d'Elvis. Et c'est une famille actrice qui a du talent, paraît-il. C'est une actrice mais vraiment extraordinaire. Donc, qui pour moi est une des actrices les plus intéressantes du moment, que j'ai vraiment hâte de voir dans davantage de films. Et on peut voir l'étendue de son talent dans cette série où elle joue le rôle d'une jeune juriste qui va devenir call girl de très très luxe. Et on voit un peu le côté, les dessous de ça, un peu la descente aux enfers. La série n'est pas extraordinaire non plus, mais en revanche, son interprétation est complètement dingue. Et puis aussi, c'est un piège. Il y a plein de gens qui croient qu'ils vont voir Girlfriend Experience en se disant « Waouh, ça va être, on va se rincer les yeux ». C'est super déprimant, en fait. Ouais, et puis c'est très déprimant. Enfin, c'est vraiment un récit de descente aux enfers et de comment et aussi de la place des femmes dans cette société très huppée. Je sais plus si la série se passe à New York ou Chicago, mais voilà. Hugo. Moi, je vais revenir au film de braquage, parce que je vais conseiller Bottle Rocket de Wes Anderson, qui est son premier film. C'est également un film de bras cassés qui essaie de faire un braquage avec Owen Wilson et Luke Wilson. Donc, je crois qu'ils sont pas frères dans le film, mais en tout cas, ça a été coécrit par Owen Wilson. Et donc, tout ce qui va suivre chez Wes Anderson est déjà dans ce film. Donc, il y a les personnages névrosés, inadaptés, il y a les plans un peu symétriques, des beaux cadres, des belles couleurs un peu pastel. Et c'est vraiment un film où les gens aiment ou sont énervés rien qu'à ta description. Tu sais. C'est ça, faut aimer Wes Anderson. Et c'est pareil, les personnages sont très sympathiques. On a envie qu'ils réussissent leur braquage, même s'ils sont complètement nuls à ça. Et il y a ce côté maladroit aussi de la mise en scène d'un premier film. Mais bon, c'est les maladresses de Wes Anderson, donc c'est toujours mieux que celles de plein d'autres. Et je vous remercie tous les trois. C'était Nos Ciné. Et je vous recommande évidemment de vous abonner sur iTunes et sur toutes vos applications dédiées. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur SoundCloud et puis mettre des petites étoiles aussi parce que ça aide au référencement. On m'a dit de dire ça. Et puis, ouais, et ça aide, c'est vrai, hein, c'est pas de la blague. Là, j'en vois, en fait, je vois à travers le podcast, j'en vois qui mettent pas des étoiles. Donc mettez des étoiles. Et des commentaires aussi. Et les deux. Et des commentaires. Mettez vraiment des étoiles. On vous dit à très bientôt pour un autre film. C'était Nos Ciné. À très bientôt. Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner. Exactement, ça c'est le cas de le dire, c'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur, un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi.